l'agent du service de la préfecture. Je suis activé. Je représente le conseil régional des CI et certainement j'attends beaucoup de choses de ce séminaire qui est donc un peu la suite des modules précédemment présentés dans les séminaires. Bonjour, Ibrahim Ali, chef de projet Banque islamique de développement au sein de l'ADS. Donc, sinon, je n'ai pas de questions, on va voir bonjour. Je suis de la direction suivi et évaluation, responsable de la planification. Les questions consisteront, Inch'Allah, sur la planification et comment faire le suivi et l'évaluation de tous les projets. Salam alaikum wa rahmatullahi. Moi, je m'appelle Lydie. Je suis la direction de suivi et évaluation au sein du secrétaire d'État à la solidarité nationale. J'aimerais que cette formation apporte beaucoup de choses sur le suivi et l'évaluation. Bonjour, je m'appelle Mouna Moussa, je suis coordinatrice de projet dans la direction suivi et évaluation. Et ce qui m'intéresserait dans ce séminaire, ce serait les outils d'analyse et d'évaluation, notamment de performance. Et aussi comment mieux impliquer la société civile. Bonjour, salam alaikum. Je m'appelle Mahalo Ahmed, responsable coopération développement au sein de la direction microfinance à l'IDES. Donc, mes questions surtout seront sur la sélection des projets, des micro-projets. Je m'appelle Mohamed Ahmed, je viens de la région de Bourg et je travaille avec la préfecture et j'appuie aussi les conseils régionaux. Ce qui m'intéresserait ici, c'est surtout la sélection des micro-projets et leur mise en œuvre. Je m'appelle Adaou Negri, vice-président de la commune de Bagdad. Plus particulièrement en tant qu'autorité locale, on représente beaucoup de tous les thèmes, beaucoup de choses, surtout le développement local et des micro-projets. Merci. Moi je m'appelle Jama Hassan, je travaille à la mairie de Djibouti. J'attends de cette formation sur les outils d'organisation de la société civile pour permettre la pérennisation des infrastructures réalisées par les différents services. Je m'appelle Diego Parasultan, je suis le directeur du développement social au sein de la BDS. J'attends beaucoup de cette formation. J'espère que ça va augmenter notre savoir en matière de l'identification des projets, les outils de suivi des micro-projets portés par la société civile, ainsi que l'appréciation et le suivi des mises en œuvre. C'est ce que j'attends. Salam alaikum. Je m'appelle Farouk Saïd Jama, je suis auditrice interne à la BDS. Nos attentes seront plutôt quelles sont les méthodes d'implication de la société civile dans les projets qu'on fait pour qu'ils se sentent intéressés. Comment susciter leur intérêt par rapport à ces infrastructures, à ces projets qu'on fait dans leur commune. Bonjour, je m'appelle Nafisa Farah, je suis du service électrification rurale. Mes attentes, c'est pour que comment approfondir mes connaissances et bien comprendre comment travailler avec la société civile. Bonjour, moi c'est Mohamed Chiroua, je suis chef de projet de financement de solidarité nationale et mes attentes sont beaucoup sur le thème abordé aujourd'hui et mes questions seront au fur et à mesure. Voilà. Approche participative. Comme ça, est-ce qu'il vous vient
l'État, oui. Les partenaires. Les partenaires. Les bailleurs de fonds. Les chefs locaux. Les chefs locaux. La société civile. La relation entre les bailleurs de fonds et les pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine. Donc, on a à ce moment-là développé une kyrielle de théories. Et on va aller très vite sur ces différentes théories qui ont été écrites. Après, on a mis des choses en place. Bon, on ne rentre pas ensemble sur les plans d'ajustement structurel. On a eu énormément de choses qui ont été exprimées, mises en place avec des éléments positifs et des éléments négatifs. Et on arrive à la déclaration de Paris en 2005 où les bailleurs de fonds disent bon, on a une difficulté avec l'efficacité du développement tel qu'il est mis en place, et on va essayer réellement maintenant de mettre en place des outils d'appropriation. C'est un mot qui n'a peut-être pas été utilisé tout à l'heure, mais quelqu'un a dit très simplement comment la population locale vraiment s'approprie, prend en main totalement et son avenir et son projet. Et depuis 2005, les bailleurs de fonds différents essayent de travailler cette notion-là. C'est-à-dire que le choix de la thématique ne vienne plus d'en haut, mais qu'il soit vraiment mis en place à partir d'un territoire. Ce qui est un défi, mais c'est quand même une volonté des bailleurs de fonds. Donc les dates récentes, c'est les objectifs du millénaire, où on arrive en 2014, en 2005, en 2015, on devrait pouvoir atteindre, ça ne sera pas le cas, mais c'était une volonté de dire on rentre dans un nouveau millénaire, il faut qu'on se donne des objectifs. Parce que si on ne s'en donne pas, on n'avancera pas. Et ce défi-là, bien sûr, il est lancé aux pays du Nord dans leur dynamique d'appui au développement, mais bien sûr aux pays du Sud pour recevoir et surtout s'approprier ces objectifs-là et essayer de les faire évoluer. Donc sur cette date-là, vous allez avoir des réunions internationales qui ont qu'on appelle les sommets de haut niveau, qui vont être des sommets où on va débattre. Alors, ils sont représentés beaucoup de pays, beaucoup d'acteurs, mais l'intérêt c'est de se dire où on va et comment petit à petit on prend conscience de l'évolution du développement tel qu'on aimerait le voir fonctionner. Donc la déclaration de Paris qui arrive en 2005. Avant, il y avait un certain nombre de... Et là, je vais m'arrêter 2 minutes sur un point qui est très important en termes de déclaration, mais surtout de moyens d'action. C'est que si on dit que les pays doivent s'approprier les thématiques et les objectifs, il faut que ce soit issu d'un dialogue ouvert et élaboré en commun entre les autorités des pays de développement, la société civile et le secteur privé. Depuis que je travaille dans le développement, parce qu'on m'a demandé un jour est-ce que je travaille dans le développement local, moi je ne savais pas, je faisais de la microprojet, je faisais de la microfinance, on construisait des puits dans des secteurs en Mauritanie, on travaillait dans les prisons auprès des enfants, on ne savait pas si on faisait réellement du développement. Et on s'est aperçu au bout d'un moment que si on n'a pas cette notion de relation avec le secteur privé, on n'est pas totalement on n'est pas dans le développement, surtout on fait pas appel. Généralement, quand vous êtes en activité, vous faites appel au secteur privé. Parfois, on va l'appeler pour certains acteurs, des gens qui sont issus du monde associatif, pas forcément de la société civile. Et là, on voit bien qu'il y a 3 éléments, les autorités locales, la société civile et les acteurs privés. Quand on est en train de creuser un puits, on fait vraiment appel au creuseur de puits. C'est une notion privée. Il ne faut pas s'empêcher, dans notre cadre de travail, de mettre le secteur privé totalement interdit de relation avec le développement. Donc, ce que promouvoient les accords de Paris, c'est que si on n'élabore pas sur un secteur particulier de relation entre l'autorité locale, la société civile, peut-être qu'on va la définir ensemble, et le secteur privé,
on risque de passer à côté. Et on peut faire un programme national d'utilité, mais le secteur privé, il faut qu'il soit impliqué parce qu'il a un rôle à jouer, ne serait-ce que pour transporter un certain nombre de marchandises, ne serait-ce que pour avoir à un moment donné un jeu d'acteurs. Oui. Je veux savoir, parce que vous dites le secteur privé, ça veut dire tout projet que l'État et la société civile doivent inclure la société privée aussi. Il doit avoir un dialogue avec les acteurs privés du secteur. C'est-à-dire, s'ils veulent construire une école ou un puits, ils doivent donner l'appel d'offres à une société privée. Je ne dis pas donner. L'acteur privé, dans l'élaboration, doit être impliqué. Le but du développement, c'est pas de... Par exemple, si quelqu'un est maçon, la société civile qui construit un bâtiment, il faut qu'elle fasse appel aux maçons. Donc le secteur privé, il est bien présent à un moment donné dans la mise en œuvre du projet. Le tout, c'est, ce qu'on veut dire, c'est que dans l'élaboration stratégique, il va à un moment donné participer. Et s'il participe, il faut qu'il soit impliqué dans, en partie, à un moment donné, l'élaboration de la stratégie, pour être sûr à un moment donné qu'il n'y aura pas deux phénomènes d'un programme qui existe et puis une activité à côté, privée, qui va être... La démarche, et là on est dans la notion de dialogue dans l'élaboration. Ça veut dire, est-ce que quand on met en place un programme, on n'est qu'avec autorité et acteurs sociaux et on n'a pas le domaine privé, qui lui, du coup, se sent pas forcément impliqué dans la stratégie. Donc on est, alors je parle à un niveau macro, à ce niveau-là, d'une région, d'un pays, et cette notion-là de dire que il faut que les objectifs qui sont définis soient partagés sur les contributions respectives à l'entreprise commune. On va enchaîner sur la notion des ONG internationales, c'est que tous ces sommets de haut niveau dans tous les pays ont donné lieu à une analyse et une réflexion des ONG qui ont elles-mêmes critiqué les modalités de mise en œuvre de cette stratégie. Donc il y a un sommet qui est un sommet d'Accra, vous avez peut-être entendu parler, où le monde des organisations non gouvernementales ont posé des critères et ont essayé de voir comment réellement cette volonté politique pouvait se mettre en œuvre. Et là, on a décidé de dire qu'il fallait que les pays aient, si possible, une programmation qui soit prévisible et d'adapter, on en a déjà parlé avec certains d'entre vous, d'adapter la procédure du bailleur de fonds à la procédure locale, de manière à ce que ce soit une appropriation et une continuité en termes de... On rentre encore dans la volonté assez légitime que la société civile dans son ensemble soit impliquée dans ces programmations et quel est son rôle en termes d'accord. À New York en 2010, on a un haut sommet qui n'a pas été très médiatisé parce qu'il n'a pas donné réellement de choses importantes. Et ensuite, on a Busan en 2011, où là, on commence à dire qu'il faut qu'il y ait une convergence de vue en fait entre ceux qui sont bailleurs de fonds et ceux qui sont récipiendaires, et qu'il faut qu'on arrive à parler la même chose, le même dialogue, voire vraiment avancer de manière à faire évoluer ce mode de développement de l'aide. Et c'est là qu'on va rentrer, alors c'est là où je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure, assez rapidement, mais c'est quelque chose d'important, c'est que plutôt que de stigmatiser les pays dans leur développement, c'est de vouloir accompagner tout le monde dans la notion de performance. Et qu'on soit aujourd'hui chauffeur de taxi ou propriétaire d'un petit magasin, on a cette notion de performance qui est déjà intégrée dans l'économie.
cette notion de performance, on va essayer de l'intégrer aussi dans les programmations. Et de manière à ce qu'il y ait une notion de responsabilité conjointe, de production et de mesure des résultats. Pour avoir la confiance entre bailleurs de fonds et opérateurs, on a de plus en plus cette obligation de devoir donner des éléments de performance. Donc le nouveau défi pour la société civile, à partir de la fin, parce qu'on va arriver à la fin des OMD, on va regarder si les objectifs sont approchés ou pas approchés. Il va falloir se projeter sur les 20 ans à venir pour savoir comment on va aller plus loin. Parce que bien sûr qu'il y avait une volonté forte, mais pas forcément les moyens de mise en œuvre, encore une fois, pour pouvoir atteindre ces résultats. Donc l'idée aujourd'hui, c'est que la société civile, dans l'avenir, dans les 20 ans qui viennent, ait un rôle plus important pour pouvoir être acteur réel dans ce développement. Donc toutes les agences d'exécution, notamment l'Union européenne, Banque africaine de développement, PNUD, l'Habitat, tous les instruments qui ont été mis en place pour pouvoir faire du développement et de l'aide au développement. Au niveau de la Banque africaine, c'est en 1990 où la notion de société civile a été perçue comme étant une notion qu'il fallait développer et avoir un lien avec elle. Donc la Banque africaine de développement, elle a décidé de changer un peu ses dynamiques, ses stratégies, mais pour mieux saisir et intégrer ses aspirations. Donc je ne sais pas si vous avez eu des interventions de la Banque africaine de développement sur cette notion-là, et sur les accords et sur ce qui est en train d'être projeté sur 2013-2022. C'est de réellement travailler sur ce cadre d'engagement pour optimiser les possibilités des partenaires à chaque niveau d'institution et au niveau des projets. Donc une fois qu'on a dit ça, il reste dans tout ce qu'on va avoir à prendre en compte dans l'aide au développement, toutes les pressions qui existent. Et ces pressions, elles sont diverses. Elles ne sont pas forcément toutes présentes ici à Djibouti, mais on a quand même des notions qui sont une urbanisation croissante dans beaucoup de lieux. Je prends l'exemple ici, mais vous avez, je prendrai souvent l'exemple de la Mauritanie, que vous connaissez peut-être, je ne sais pas si vous connaissez ce pays, qui a l'autre bout de l'Afrique, et qui a aussi vu en 83 une grande sécheresse où toutes les populations nomades étaient venues se sédentariser en ville, où la ville est passée de 1960 à 2000 habitants à 700 000 habitants aujourd'hui. Donc même problématique de mettre en place une urbanisation qui répond aux besoins de l'urbanisation, en termes d'accès à l'eau, en termes d'infrastructures, en termes de routes, en termes de construction. Donc cette urbanisation croissante, on va essayer ensemble de l'aborder au niveau local, tel qu'elle est aujourd'hui, une croissance démographique, une partie croissante au circuit de l'aide multinationale. On a des bailleurs de fonds qui sont venus s'implanter. On a cette extension du modèle d'évaluation, et là je rejoins parfois beaucoup sur le fait que pour des populations, quand on est sur le terrain, la notion d'évaluation, elle n'est pas facile à avoir. Elle est souvent très réduite, c'est bien ou c'est pas bien, c'est pas gradué. Hein. L'évaluation, c'est j'étais présent, j'étais pas présent. On aura à la fin de la session à faire ensemble l'évaluation de la session, l'évaluation de jeu. C'est vrai que parfois on s'aperçoit que tous les critères qui sont mis sont des fois très nombreux et l'échelle elle est à différents niveaux et c'est pas toujours facile de faire exprimer aux gens cette notion-là d'évaluation. Généralement, quand on est dans l'agriculture, c'est une bonne production ou une mauvaise production. C'est pas une production qui a plus ou moins marché, c'est où c'est bon ou c'est pas bon, où c'est rentable ou c'est pas rentable. Donc on est sur des niveaux d'évaluation qui parfois sont
très peu gradués. Donc, quand vous parlez de surévaluation, pour ceux qui sont dans les services, combien de fois il est difficile d'essayer de mettre une appréciation quantitative, ça va, je sais le faire, mais qualitatif. Je vous donne l'exemple d'un service qu'on avait dans le métier où je travaillais. On avait un centre de formation professionnelle avec 34 véhicules qui passaient au garage pour faire réparer les voitures. Les chefs de projet avec qui je travaillais me disaient souvent, si tu nous demandes de savoir si on est content de la réparation, pour nous, la réparation, elle est faite, elle n'est pas faite, ça tient ou ça ne tient pas. Il y a 4 critères. Mais si je dois dire, j'ai déposé ma voiture une semaine avant, j'ai été prévenu qu'elle était prête, je suis content de la réparation, elle a tenu tant de temps. Quand on est avec des 4x4 qui roulent dans le désert toute la journée, la notion de durée n'est pas évidente. Et on avait dans le service simulation mis beaucoup de critères, et on s'apercevait que nos collègues ne répondaient pas aux questions. Parce que ce n'étaient pas des questions qui étaient si importantes que ça, c'était trop éloigné de leurs préoccupations. Leur préoccupation, c'était de savoir si la voiture était réparée, qu'ils pouvaient venir la chercher et qu'ils repartaient sur leur mission. Mais la notion de qualité, bon, c'était pas forcément facile à aborder. Donc ce qui est intéressant, c'est quand on met en place un outil de simulation, c'est de se poser à soi-même la question pour savoir comment la personne va y répondre. Et qu'est-ce que je vous donne comme moyen pour pouvoir y répondre. Donc cette notion-là d'évaluation, on va l'aborder aussi dans le cadre de cette session, où, oui, donc je termine juste de cette diapo-là, on va prendre la pause après. Concurrence entre les bailleurs de fonds. Bon, je m'adresse au responsable de... Moi j'ai eu l'occasion pendant 3 ans d'être directeur d'une ONG. On sait qu'il y a une concurrence des bailleurs de fonds qui cherchent des opérateurs et qui viennent aussi sur un terrain pour mettre en place leur action. Ils veulent d'abord monter leur drapeau et ils veulent qu'ils soient présents. Et on a là, parfois des bailleurs de fonds qui mettent les ONG ou les institutions en difficulté parce qu'on a trop de bailleurs de fonds et pas assez d'opérateurs. Et c'est une réalité de l'aide au développement. C'est une réalité et qui fait qu'on va aborder ensemble cette notion de calendrier où mon calendrier à moi ne correspond pas à celui du bailleur de fonds. Et on a cet entrechoquement là de calendrier, de choix, de volonté et de pression. La notion d'incertitude institutionnelle, je passe assez vite dessus, mais on sait bien que ça a une incidence sur l'aide au développement. Le scepticisme des commanditaires, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que parfois les commanditaires, comme ils sentent que son projet n'est pas assez, qu'on n'a pas assez fait de dépenses sur le projet ou qu'il n'est pas approprié, il va avoir tendance à se désengager et avec cette difficulté après de retrouver un autre aspect, les restrictions budgétaires et cette notion importante qui joue beaucoup sur l'aide au développement, c'est l'exigence des bénéficiaires. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, même si ce n'était pas exprimé, on en a discuté avec un ou deux, c'est de dire les gens attendent tout de la DDS quand elle arrive sur un secteur. Il y a une exigence en disant vous allez tout faire pour vous. Donc, allez-y, on vous laisse la place. Donc, j'en termine là pour qu'on fasse la pause. Oui. Alors, l'érosion de la volonté générale d'aide, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, et moi là, je me situe toujours forcément, je suis originaire de la France, je suis forcément dans mon pays d'origine, sur comment mon pays aborde cette aide au développement. Quand on parle d'érosion de la volonté générale d'aide, c'est que dans l'inconscient collectif aujourd'hui, dans beaucoup de pays d'Europe, on dit le développement ça sert à rien, on n'y arrive pas, les indicateurs montrent que ça n'évolue pas, donc il y a une sensation que les politiques de développement n'ont pas donné autant d'effets que ce qu'elles avaient annoncé. C'est un peu comme un programme politique, et là je parle encore de la France, où on annonce dans le programme que il y a quelques années on avait dit aux Français en 2010 il n'y aura plus de chômage. Et c'était marqué dans les annonces du candidat. Donc si le candidat dit il n'y a plus de chômage, il faut qu'à un moment donné il n'y ait plus de chômage. Donc ce genre d'annonce, qu'est-ce que ça fait au niveau de la population? C'est
c'est pas évident. Ça crée un espoir. Hein. Et en même temps, si ça n'arrive pas, eh ben, le donneur d'ordre, la personne qui le sait, elle est rapidement épuisée, parce que concrètement, elle n'arrive pas à aller vers cette objectif. Donc cette évasion de la volonté générale d'aide, c'est qu'en effet, on a un sentiment qui n'est pas, on va dire, totalement justifié, mais il faut entendre ce sentiment-là. Hein, ça vous est peut-être arrivé d'avoir une relation avec un bailleur de fonds qui ne voit que de vous le rapport écrit que vous faites, et qui sur le rapport d'écrit commence à juger votre action, mais ne voit pas réellement la réalité du terrain. Et c'est une grosse difficulté de lui dire, mais attendez, ça c'est le rapport écrit, mais la réalité du terrain, elle est là. Si j'arrive pas à vous donner tous les éléments, c'est parce que c'est complexe, mais par contre la réalité, elle est beaucoup plus chaude. Donc il y a cette notion dans beaucoup de... notamment qu'on rentre dans une situation entre guillemets de crise mondiale financière qui pousse les États à vouloir être de plus en plus efficaces et voire même de réduire leur action en termes de développement. Donc ça vient vraiment, en effet, cette érosion de la volonté générale, c'est-à-dire que, attention, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les volontés commencent à perdre d'intensité. Donc on va commencer la restitution. Donc, cette restitution va être, dans un premier temps, de donner les objectifs de la formation. Ensuite, nous pourrons définir quels étaient les types de participants. Ensuite, la pédagogie que nous avons utilisée durant ces jours de formation. Et on illustrera un certain nombre d'ateliers que nous avons réalisés ensemble. Le premier objectif de la formation était de rendre les participants capables de concevoir des orientations stratégiques sur la mise en œuvre opérationnelle des micro-projets. Nous avions un deuxième objectif qui était de valoriser l'implication de la société civile dans les projets de développement local depuis la confection du projet jusqu'à sa mise en œuvre. Et un troisième objectif que nous avions poursuivi qui était d'élaborer des procédures transparentes et de participer à un comité technique d'évaluation de micro-projets. Nous avons poursuivi 5 objectifs secondaires. Donc, le premier était de pouvoir appréhender la place et le rôle des acteurs de la société civile, section des micro-projets. Et le quatrième était de planifier et de suivre des étapes de mise en œuvre dans le cadre d'un cadre de concertation. Et le cinquième objectif était d'essayer de favoriser les dynamiques citoyennes et le partenariat local. Le profil de participants, qui était au nombre de 28, était composé d'élus communaux et de conseils régionaux, d'agents communaux, de cadres de l'administration déconcentrée, préfecture, des techniciens des services centraux et des techniciens de la DDDS. Nous avons utilisé, comme il y a eu des interactions entre participants, et nous avons présenté plusieurs guides, notamment le guide simple de montage de projet. Nous avons ensuite essayé de définir les différents niveaux d'organisation qui existent au sein de la société civile. Puis, nous avons essayé ce matin l'organisation. Le premier jour, nous avons utilisé un outil, le tableau des acteurs. Nous avons regardé comment celui-ci se situait dans un programme sur une région. Et nous avons, le troisième jour, travaillé sur l'instruction, l'évaluation d'une note succincte de présentation de projet, un projet d'appui aux initiatives des jeunes d'une région, et un projet d'appui au renforcement des capacités des acteurs locaux mené par une association de maires. Le travail était de se mettre dans la position d'un évaluateur de projet. Nous avons étudié les critères d'évaluation du projet. Nous sommes passés à l'analyse et à la restitution. Un deuxième exercice pratique était de visualiser les étapes de mise en place d'un cadre de concertation locale. Nous avons travaillé sur la programmation opérationnelle, le planning, la décomposition des travaux en tâches élémentaires, l'ordonnancement des opérations élémentaires, l'enchaînement des tâches, et nous avons essayé de faire une analyse de l'affectation des ressources proposées. Puis, une analyse des échéances.
s'inscrit dans une suite logique de 5 modules de formation qui ont été démarrés en décembre dernier sur la gestion des déchets. Pour nous, représentants des collectivités locales, conseils régionaux, mairie de Djibouti, avec ces 3 communes, ces formations viennent à point nommé et constituent un atout majeur pour nos jeunes institutions. En effet, elles contribuent au renforcement des capacités de nos ressources humaines, condition sine qua non pour la conception et la mise en œuvre de projets de développement locaux. Cette formation nous a appris, entre autres, à mieux prendre en compte et à mieux intégrer la société civile, associations de jeunes, coopératives agricoles, associations de femmes, dont les micro-projets de développement. M. François Sorba, dont nous remercions au passage, nous a fait travailler sur des exemples et des cas concrets. Après avoir passé en revue les 4 niveaux des acteurs de la société civile, leur place, la typologie des acteurs, nous formons des groupes de travail qui jouent le rôle des comités techniques d'évaluation pour sélectionner le micro-projet à la suite d'un appel à proposition. Enfin, nous travaillons sur la conception et l'élaboration d'un outil de travail indispensable au suivi et évaluation des tableaux de bord. Des notions étudiées lors de la 2e module, à savoir le cadre logique, les 4 étapes ou plans d'action et les étapes de suivi et évaluation ont également été abordées. Pour conclure, nous remercions le ministère de l'Intérieur, la secrétaire d'État de la Solidarité nationale pour leurs appuis, l'Institut Forum pour son expertise et l'Agence de développement social, l'ADDS, pour l'organisation et la logistique de ces ateliers de formation. Il est nullement besoin de rappeler que l'ADDS, depuis sa création, ne cesse d'appuyer, d'assister, d'intervenir dans la mise en œuvre de projets en vue d'accompagner nos jeunes institutions à instaurer une meilleure gouvernance locale. Je vous remercie. Formation iyo wasaaradda solidarity-ga ayaa madax celinaya taa waxaan ku sheegahay inkastoo wax badan baa noo biiray waa fiican tahay waxaa leeyahay waxyaalo kalena aan loogu daro waan hoos noogu shuudan waad maasantihiin teeda kale akilni saxiix maraa adadeyskee secretary d'État gaddaga xisnaa akil baritooy abag sugnee nabadna tamcee oo kala bisoo garaanankee tuuteena waqtina dugoowi waqti uu seelig aka keenay rumeelig gaddaga xisnaa. L'atelier dont nous assistons ce matin à la clôture marque la fin d'une session de formation qui s'est déroulée ici dans cet hôtel du 15 à aujourd'hui, ça veut dire une semaine. Elle a été consacrée à la gestion du projet et l'intégration de la société civile dans le processus de développement. Cette formation s'inscrit dans le cadre de renforcement des capacités des élus locaux, levier majeur du processus de lutte contre la pauvreté. La pauvreté est multidimensionnelle, donc les acteurs doivent intégrer des actions multidisciplinaires et multidimensionnelles. À ce titre, le gouvernement a négocié avec des partenaires au développement le financement des programmes et des projets avec des profils divers. Des équipements sociaux, des équipements marchands qui sont construits dans les régions, mais également certains d'entre eux sont en cours. Pour citer également les centres de développement communautaire, les marchés, les parcs à bétail. Un fonds de développement communautaire a été également mis en place dans les différentes régions pour financer des initiatives émanant des structures de la société civile, pour financer des petits projets communautaires ayant d'utilité pour la population et les bénéficiaires au niveau local. Nous avons également mis dans le cadre de ces projets un fonds d'investissement local pour financer des équipements marchands, des actions également axées
sur l'emploi et la formation du capital humain ont été mises en œuvre. Et là, je vais dire le programme des filets sociaux de sécurité qui est axé sur la prévention de la malnutrition, mais également l'organisation des travaux à haute intensité demandeurs. Mesdames et messieurs, si les programmes de lutte contre la pauvreté sont structurés de manière à répondre aux aspects impliqués de la pauvreté, il faut bien aussi renforcer les capacités des hommes et des femmes qui doivent en assurer la programmation, le montage, l'identification des besoins des bénéficiaires, mais également les suivis et évaluations. Les responsables des collectivités locales, en collaboration avec les techniciens du département concentré, figurent en premier plan. Les élus sont des gestionnaires de leur territoire, de leur localité et de leur quartier ou leur municipalité. Ils ont des responsabilités encore plus particulières dans le contexte de décentralisation en cours dans notre pays. Donc, telles actions ou cette formation tombent à point nommé pour relever tous ces défis et de permettre aux différents intervenants pour mieux contribuer au processus de développement. Je ne saurais finir sans adresser mes remerciements à la Banque africaine qui a bien vouloir accepter à financer ce programme, mais également je voudrais remercier l'Institut Forum de disposer de cette formation. Et également, je remercie les différents conseils régionaux et les municipalités de Djibouti de travailler avec nous, de leur parfaite collaboration pour la mise en œuvre des projets de développement dans les différents coins. Je remercie enfin l'ADDS et l'équipe organisatrice de cette formation pour leur abnégation et le bon déroulement de cet atelier. Je vous remercie de votre attention. Okela sakunda sugnimi ADDS ni haiti formation legra sugni formation ma baritoy legra suktemi ummata dadala tusinna kelle wina société barsanamay وهم بحسهم مسوسم عدديسي نانو وهم القادة تيجي حسنا هاي أيمي ودريكي نانو ركاكا لي أمريكا نفهم بهانا هو كلي أكل كهبرتين إنها أبدا سنام كيني كسر هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا كنت شعرت ما أنت جونا وكسر قبل قبل ما تخلنا formation sur le développement de la société civile وحيالا بدل ما تخلنا ككرر سنة كم تاسيدا شغال بروجي ده لو بندقو سيدا بروجي ده لو قابان كارو أم بالله متقنا لو إتيديين كرابان كبرنا وحيالا بدنا ودايما كأن متقنا هل كأن ككوبي كرين يان حوق يسف يعني كبرنا effectivement c'est أد بنو فايدة سنة أنا والله كفايدة سنة وحن متقنا وما هنقيا عدد استه وحن ما هنقيا formateur كيجي أنا لو بكرة مثل فرانسوا سوربا وحنا ما نقلنا من السرد ما تقلنا سكرتير جنرال